ma grand-mère, on mange à l'ancienne, avec des menus qui nous paraissent pantagruéliques à chaque repas, mais qui relèvent pour la maîtresse de maison de la plus élémentaire normalité. Notre ordinaire se compose tous les midis d'une soupe, suivie d'un plateau de charcuteries et de crudités, qui précède elle-même une viande blanche ou une volaille destinée vraisemblablement à ouvrir l'appétit pour la viande rouge qui suit, avec des légumes, une salade, des fromages et un dessert qui permettent de digérer. Le dîner est à peine moins copieux. La qualité des produits, dont on connaît la provenance locale, issue de terres et de pâtures encore vierges de tout traitement suspect, rajoute au plaisir de ces longues tablées qui se tiennent dans la fraîcheur bienvenue de la salle à manger, nous mettant provisoirement à l'abri de la canicule qui sévit souvent en ces périodes estivales. Ça, c'est chez vous, Lionel de Raphélis ? C'était chez ma grand-mère qui est morte depuis, qui est morte il y a déjà un certain temps, et qui était périgourdine. Donc c'était un endroit où on allait tous les ans, au mois d'août généralement, et un petit peu en hiver également, et où j'avais été frappé effectivement par l'extraordinaire profusion de plats qui nous étaient servis et qui, pour ma grand-mère, était le lot quotidien. C'est ce que je raconte dans le livre. Alors voilà, alors ces belles lignes, justement, sont tirées de Mémoires de guerre, de Lionel de Raphélis. Alors, doit-on dire Lionel de Raphélis le Loiretain? Doit-on dire Lionel de Raphélis le Basque? C'est difficile, Lionel, puisque vous avez fait là 800 kilomètres pour venir nous retrouver, nous les Loiretains. On s'est quittés il y a combien d'années, Lionel ? Tout d'abord, avant de répondre à cette question précise, c'est une grande joie pour moi de revenir dans le Loiret, parce que j'ai vécu 25 ans dans le Loiret. J'ai exercé un certain nombre de responsabilités, comme certaines personnes le savent. Et j'ai eu pour ce territoire auquel rien a priori ne m'attachait, un énorme amour. On peut parler d'amour. Bon. Mais il se trouve que mes racines sont du sud-ouest et que, venu l'âge de la retraite, bien mérité, je pense, ma femme et moi, ma femme qui a les mêmes origines, avons décidé de retourner dans nos terres d'origine, quoi. Bon. Mais c'est un vrai plaisir que de revenir ici pour participer à Territoire d'écriture. Je ne saurais trop remercier Valérie de m'avoir permis de rejoindre ce collectif que je trouve très sympathique et auquel j'essaierai de me joindre le plus souvent possible, malgré les kilomètres qui nous séparent. Alors, parlons quand même un petit peu du parcours de Lionel de Raphélis. Du moins, ce qu'on en sait ici dans le Loiret. Lionel de Raphélis a été élu municipal, maire d'un joli village, d'un très joli village qui s'appelle Saint-Hilaire-les-Andrézy, dans le Curtinien, baigné par cette magnifique rivière de première catégorie qu'est la Cléry. Je pense qu'il va nous parler de nature parce qu'il adorait cette nature. Et puis, il a également été président de nombreux EPCI, comme vous disiez à l'époque, c'est-à-dire des communautés de communes successives, et puis également le Pays Gâtinais, qui est devenu par la suite le PETR. Alors, un petit mot sur le passé, Lionel. Le passé, c'était... je suis venu ici, enfin je le raconte dans mon livre, hein, je suis venu ici parce que je suis tombé en extase devant ce pays dans lequel je suis venu la première fois en 1972, donc c'est pas d'hier. Et puis de fil en aiguille, lorsque j'ai cessé mes activités que j'exerçais à Paris, je suis venu m'installer ici, c'était dans les années 95. Et puis, comme je m'intéresse beaucoup à ce qui m'entoure, tant au point de vue de la nature qu'au point de vue des personnes, je n'ai pas tardé, comme tu le sais, effectivement, à m'engager dans la vie locale. Bon, et j'ai eu l'immense plaisir d'être maire d'une petite commune que tu as citée, que j'aimais beaucoup, dans laquelle je suis... c'est la porte, en fait, d'entrée dans le territoire de ma part, puisque c'est le premier endroit du Loiret dans lequel j'ai posé mes guêtres. Et de fil en aiguille, j'ai effectivement eu un certain nombre de responsabilités, que tu as eu la gentillesse de citer. Bon. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler pour ce territoire que j'aime beaucoup. Et tu as cité ma sensibilité
environnementale. Et c'est vrai que en particulier dans le cadre du Pays Gâtinais, j'ai essayé de donner une impulsion environnementale à ce pays à travers un certain nombre de politiques que j'ai mises en place avec mes collègues élus. Et je pense que ça a quand même bien marqué le territoire parce que ces politiques continuent de prospérer et pour le plus grand bien, je crois, des rivières, des agriculteurs, des productions du territoire. Alors, c'est un bilan, Lionel, ces mémoires de guerre comme naguère? Oui, non, alors... Ou guerre comme pas grand-chose, alors c'est quoi? Alors, en fait, c'est les deux. C'est d'abord de pas grand-chose. En fait, le fil conducteur de ce roman, en fait, un roman, c'est un mémoire, bon. Le fil conducteur, c'est que je voulais comprendre quels étaient les ressorts qui avaient construit ma personnalité, sans faire du tout c'est pas un livre qui tourne autour de moi, hein, c'est pas du tout ça. Mais parce que c'est également des choses qui pourraient servir à d'autres gens, à d'autres personnalités. Je me suis demandé pourquoi j'avais la personnalité que j'ai, bonne ou mauvaise, peu importe. Je ne réponds pas du tout à cette question. Et je me suis aperçu en fouillant un peu dans mon intérieur que il y a des événements dans ma vie qui ont marqué cette personnalité. Ces événements sont parfaitement anodins, pourraient paraître tout à fait inintéressants s'ils n'avaient pas eu les répercussions qu'ils avaient eues dans la construction de ma personnalité. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce roman Mémoire de guerre de pas grand-chose, des événements anodins, mais qui pour moi ont une grande importance parce qu'ils sont à l'origine de beaucoup des traits de ma personnalité. Et Mémoire de guerre, alors c'est aussi un jeu de mots avec les mémoires du général de Gaulle. Alors, c'est effectivement un clin d'œil prononcé à l'égard du général de Gaulle, parce que j'ai été bercé dans la culture du général de Gaulle dans ma jeunesse, et j'étais dans une famille qui était très gaulliste, très résistante, et ça a bercé ma jeunesse, et je suis resté toujours fidèle pas forcément à la politique du général, mais au rapport qu'avait le général avec la politique. Alors en fait, Lionel, donc vous parlez de politique là-dedans, vous parlez de toutes sortes de politiques d'ailleurs. La politique remember quand même. Vous évoquez Giscard d'Estaing, vous évoquez Mitterrand, donc vous avez des considérations. C'est des considérations d'hommes politiques sur d'autres hommes politiques ? Non, en fait, le chapitre dans lequel j'évoque effectivement les présidents successifs de la Ve République est un chapitre qui, de ma part, veut signifier que le général de Gaulle n'a pas eu de successeur à sa taille. Voilà, donc je les cite les uns après les autres. J'essaye d'être très objectif, c'est-à-dire je pense que tous les individus sur Terre ont des qualités et des défauts. Et mon objet n'est pas du tout de dire un tel est un idiot et un tel est une merveilleuse conception de l'univers. Bon, mon problème, c'est simplement de dire qu'il y a une forme de hiérarchie dans la qualité des hommes d'État. Et je pense que le général de Gaulle, c'est une opinion tout à fait personnelle, n'a jamais été rejoint dans sa stature. Voilà, bon. Moi, je pense que vous ne prenez pas beaucoup de risques non plus en disant ça. Non, je pense que les choses ne vont pas en s'améliorant d'une certaine manière. Bon, alors, le Mémoire de guerre, c'est aussi, je pense, un livre qui aborde plusieurs terroirs. On a démarré par donc ce terroir périgourdin, qui est le terroir de votre grand-mère, Lionel. Et puis donc, vous abordez aussi le terroir du Pays Basque. Vous parlez du Pays Basque. Oui. Et puis, vous parlez aussi, encore une fois, de votre Loiret. Alors, c'est toujours le fil conducteur. Je parle du Pays Basque parce que je ne suis pas basque. Le basque, c'est une chose, un espèce d'ovni dont on ne sait pas d'où il vient, dont on ne sait pas de quelle origine est sa langue, dont on ne sait pas pourquoi il est au Pays Basque. Bon, c'est une vraie interrogation, le basque. Hein. Et je ne suis pas basque de sang, mais je me sens basque de cœur, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi je me sentais basque de cœur. Je vis au Pays Basque depuis je suis né pratiquement né là-bas, j'ai été créé là-bas, et voilà, bon. Mais c'est encore à nouveau ce fil conducteur. Pourquoi aime-je le Pays Basque? Alors j'essaye de répondre à cette question. Alors, et en matière de politique, puisque tu as cité la politique, mon problème n'est pas de dire que telle sensibilité politique est meilleure que telle autre, ou que bon, c'est pas du tout mon problème. Moi, j'essaye toujours d'être objectif. J'ai eu des rapports politiques de la meilleure qualité avec la plupart des gens, quelle que soit leur sensibilité. Mon problème est de dire que quand on fait de la politique, il faut avoir des critères très précis pour l'exercer dans de bonnes conditions. Être honnête,
Ça paraît ridicule de le dire, mais je crois qu'il faut le dire, parce que c'est pas toujours vrai. Et puis, il faut travailler des choses qui devraient être évidentes. Mais si on lit le bouquin, qui ne le sont pas toujours. Alors, il y a d'autres choses. On parle de chasse, parce que vous avez été un grand chasseur, vous aimez la chasse. On parle de tauromachie. Vous défendez quand même votre amour de la tauromachie. Alors, c'est également un problème. C'est une chose qui m'intriguait chez moi. J'ai une passion pour les animaux, j'ai toujours eu des animaux. Vous en parlez aussi, d'ailleurs. Voilà, et cependant, j'aime la chasse et j'aime la tauromachie. Donc, il y a une espèce de contradiction totale, parce que comment peut-on aimer des animaux quand on accepte de regarder des spectacles où ils sont de toute évidence maltraités? Bon. Alors, en fait, je ne me couvre pas du tout de laurier dans ces chapitres-là. Hein. J'essaye de comprendre. Non, mais vous essayez de comprendre. Et j'essaye de comprendre et j'essaye de démontrer que s'il y a peu d'arguments, si les arguments en faveur de la tauromachie ne sont pas opposables, parce qu'ils ne sont pas du même niveau à ceux que développent à juste titre les adversaires de la tauromachie, il y a quand même des éléments dans la tauromachie, ne serait-ce que sur le plan de l'expression artistique qu'elle a suscitée, il y a quand même des éléments dans la tauromachie qui peuvent permettre de rendre moins insupportables les gens qui acceptent de participer à ce spectacle. Voilà. D'ailleurs, il y a les pages durant lesquelles il y a le torero qui est en train de s'habiller. Oui, c'est un très grand souvenir. Oui. Et ce sont de très belles pages. Oui, c'est un très grand souvenir parce qu'on n'imagine pas, je crois, le courage. Enfin, c'est courage. Cette espèce d'épouvantable frayeur, enfin, qu'on ne peut comprendre que si on assiste à cet habillage. C'est une peur qui se matérialise presque dans l'air qu'on respire. C'est extraordinaire. Je crois que c'est quand même une forme de courage de la part des gens qui s'exposent contre ces animaux. Alors, je sais très bien qu'encore une fois, c'est des arguments qui ont du mal à passer, mais j'essaye de montrer tous les côtés de la lorgnette, si vous voulez. Alors, autre chose, Lionel, vous êtes un homme, je crois, d'une grande pudeur, mais à la fin de ce livre, il y a quelques confidences. Vous regardez dans le rétroviseur, vous parlez de votre vie d'homme, le fait que vous n'ayez pas eu d'enfant, etc. C'est très cash, ce que vous dites. Je crois que il y a plusieurs... Quand on écrit, on cherche à régler plusieurs problèmes. Alors ça peut être une expression artistique, purement artistique, en faisant soit des dessins, soit commentant des cartes postales. J'ai entendu parler de ça tout à l'heure. C'est une chose qui relève purement de l'art, de la belle manière d'écrire. Et puis il y a des gens qui écrivent pour se questionner. Il y a un âge où on pense, bien entendu, que la fin arrivera un jour ou l'autre, et on se questionne sur le parcours qu'on a vécu. Et on ne peut pas se questionner sérieusement si on ne va pas au bout. Il faut être sans aucune retenue. Enfin, il y a quand même énormément de retenue. Bon. Mais il faut être sans concession. Si on n'est pas sans concession, on n'est pas honnête. Hein. Donc l'écriture, c'est également une thérapie pour aller chercher au fond de soi un certain nombre d'éléments qu'on ne dit pas dans la vie courante, qu'on ne dit pas dans la vie de tous les jours. Donc c'est également le bonheur d'écrire, c'est également cette recherche, cette espèce de... Bon, je pense que c'est votre premier ouvrage, vraiment, Lionel, mais je sais que l'art d'écrire, vous l'avez pratiqué toute votre vie. Je me souviens de très longs discours extraordinaires et très creusés, justement, quand vous étiez élu. Et donc, c'est tout naturellement que vous êtes allé vers la publication d'un livre. Quand j'ai pris ma retraite définitive et que j'avais plus d'activité, je me suis dit, je vais faire... Soit je vais pêcher à la ligne, hein. Encore c'est un trait morbide pour une fin prématurée des animaux, je m'en excuse. Bon. Soit je vais peindre, parce que j'ai également... Ma sœur est peintre, mon père était peintre, enfin, c'était pas son activité première, mais j'avais une de mes tantes qui était une peintre assez renommée, bon.
Et moi, j'avais quelques qualités modestes, mais enfin que j'aurais pu essayer de magnifier. Bon. Et soit j'écris. Et puis, quand je suis arrivé, on n'avait pas le droit de sortir, etc. Donc, pour peindre, je n'allais pas peindre mon salon 15 fois. Bon. Et bien, je me suis mis à écrire. Voilà. Bon, bah c'est Mais bien. Donc, je pense que j'ai pris le virus, oui. Voilà, mais je pense que vous êtes tout à fait le bienvenu au sein de Territoire d'écriture. En tout cas, je vous suis très reconnaissant de m'y avoir intégré. Donc voilà, messieurs, dames de Territoire d'écriture qui nous avaient fait le plaisir de venir suivre cette émission. Eh bien, si tu me permets, il est distribué par Hachette, hein, donc on peut le retrouver chez Amazon, chez Fnac, chez De Citre, chez Chapitre, chez voilà, c'est Véronne Édition, Cultura, etc. Bon, normalement, si on a la patience, si on a d'abord l'appétence pour le commander, ce qui n'est pas forcément évident, et si on a la patience d'attendre le retour de la maison chez qui on le commande, sous 8-10 jours, on doit l'avoir chez soi. Merci Lionel, et puis bon Merci séjour dans le Loiret. Sandrine, merci de votre accueil.